comportement alimentaire. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la mondialisation, les gens ont envie de manger comme dans les pays occidentaux, donc la malbouffe, le surpoids, et ce surpoids-là va entraîner aussi des problèmes au niveau du pancréas. Donc ce pancréas-là donc, va essentiellement, dans un premier temps, fabriquer beaucoup d'insuline. J'ai des patients obèses, on dosait quand j'étais jeune étudiant, on dosait le taux d'insuline, donc on disait qu'il y avait un hyperinsulinisme, c'est-à-dire qu'il y avait une sécrétion importante d'insuline au niveau du pancréas, mais ça va créer une fatigue, je caricature pour que les gens comprennent, parce que je ne parle pas à des médecins, je parle à tout un individu. Ça va entraîner une fatigue de ce pancréas qui va s'épuiser tout au long de ce diabète, donc de la vie de ce patient diabétique, et qui à un moment donné n'arrivera plus à gérer, donc à faire baisser le taux de sucre, pour normaliser, si vous voulez, le sucre. Je vous rappelle que l'insuline, c'est essentiellement une hormone qui a pour effet de faire baisser le taux de sucre dans le sang, de faire rentrer le sucre dans les cellules pour que l'énergie de l'individu soit conservée. Donc, les patients diabétiques de type 2 sont plus souvent des patients, on va dire, on l'appelait ça à l'époque le diabète mature, le diabète gras. Ce sont le plus souvent les patients diabétiques qui sont en surpoids. Et on s'est rendu compte que ces patients qui sont en surpoids avaient essentiellement une sécrétion d'insuline très importante. On pourrait dire, mais s'ils ont une sécrétion d'insuline très importante, ils ne devraient pas avoir une glycémie élevée. Certes. Sauf que quand ils vont devenir diabétiques, tant qu'ils ne sont pas encore diabétiques, dans l'état de pré-diabète, tout ça, on ne voit pas dans la prise de sang qu'effectivement que la glycémie est élevée. Par contre, quand ils vont devenir diabétiques, c'est que là, le pancréas n'arrive plus à réguler. Il n'arrive plus à réguler malgré la quantité importante d'insuline qui est produite. C'est parce que tout simplement, c'est un défaut de récepteur. En endocrinologie, une hormone a toujours besoin d'un réceptacle pour pouvoir faire son action. Et là, on se rend compte qu'il y a un défaut entre l'insuline, l'hormone, et son réceptacle. C'est comme si vous preniez, je ne sais pas moi, vous allez au restaurant, on vous sert un verre de champagne ou un verre d'eau ou un verre d'alcool, peu importe, et la serveuse vient avec, bien entendu, ne va pas amener le verre comme ça, va mettre le verre sur un plateau. Le plateau est le réceptacle, d'accord? L'hormone, c'est la commande, la boisson que vous avez commandée. Et donc, on a besoin de ce réceptacle-là pour pouvoir essentiellement que l'action puisse se faire, d'accord? Et vous allez prendre votre verre de jus d'orange ou tout ce que vous voulez, bien entendu, avec votre main. Et donc, l'action est faite parce qu'on vous l'a présenté sur un réceptacle. Avec les hormones, c'est pareil. Donc, l'insuline a besoin à ce moment de son réceptacle pour pouvoir faire son action. Et s'il y a un défaut entre l'insuline et le réceptacle, on va dire le récepteur, l'action ne se fait pas. Et comme l'action ne se fait pas, vous comprenez qu'à ce moment-là, l'insuline ne peut plus faire rentrer, si vous voulez, le sucre dans les cellules. Donc, à ce moment-là, le sucre va circuler dans la circulation sanguine. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Il y a trop de sucre. Premier étape. Puis, dans le diabète de type 2, comme je vous ai dit, dans un premier temps, trop d'insuline. Puis, le pancréas n'arrive plus à gérer. Et donc, le pancréas va se retrouver, heureusement pas tout de suite, dans un second temps, le pancréas aura tellement sollicité, si vous voulez, ces cellules pour fabriquer l'insuline, qu'à un moment donné aussi, on va se retrouver dans une insulinopénie relative, c'est-à-dire une pénurie d'insuline relative. Et c'est seulement à ce moment-là que les patients diabétiques de type 2, qui habituellement sont traités au comprimé et bien entendu avec les règles indispensables d'hygiène-diététique et d'activité physique, vont se retrouver à avoir besoin d'insuline parce que le pancréas n'aura plus assez d'insuline à fabriquer et donc va se retrouver dans une insulinopénie relative définitive, raison pour laquelle on dit souvent à nos patients de type 2, c'est pas parce que vous êtes de type 2 que vous prenez des comprimés aujourd'hui que demain vous n'aurez pas de l'insuline. Donc ça, il faut le savoir. J'avais un patron qui disait que les patients diabétiques, ne mourraient pas sans avoir de l'insuline. Après ça, c'était son point de vue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui se font, qui font qu'aujourd'hui, on retarde toujours la mise à l'insuline. Mais ça veut dire tout simplement, et j'insiste beaucoup là-dessus, il n'y a pas de petit diabète. Ce n'est pas parce que le diabète de type 1 qui survient chez les sujets jeunes qui sont tout de suite mis à l'insuline du fait de leur insulinopénie, donc du fait de leur pénurie en insuline, de leur manque en insuline, qui sont beaucoup plus inquiétants que les patients diabétiques de type 2 qui ne sont pas à l'insuline, à qui on demande de faire attention à leur régime, à qui on donne des comprimés. Les complications sont les mêmes.
les complications sont les mêmes parce que ce n'est pas lié au traitement qui est donné initialement, c'est que cette maladie atteint essentiellement toutes les artères et la majeure partie des nerfs qui sont dans notre organisme. Et comme notre organisme n'est fait que d'artères qui véhiculent, qui contiennent le sang, à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que vous soyez à l'insuline ou que vous soyez comprimé, le sucre, il est véhiculé donc dans le sang. Donc si les artères sont bouchées, quelles qu'elles soient, du cerveau, des yeux, du pied, c'est pareil. Donc que ce soit à l'insuline ou au comprimé, les complications sont les mêmes. Voilà. Donc ça, je voudrais bien insister là-dessus. Merci vraiment, docteur. En tout cas, je demande à tous les auditeurs d'en profiter. Ce n'est pas de mes habitudes de rester écouter de manière assidue, donc sans lui couper la parole, c'est que ce n'est pas le but. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tout le monde, le maximum, puisse avoir les informations et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Matar, si vous pouvez préparer un petit morceau en attendant que je pose les 2 dernières questions pour qu'il puisse reposer. Il y a Richard qui m'a posé une question tout à l'heure en me demandant est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de régénération donc, du pancréas? Est-ce que la destruction des cellules est irréversible? Ça, c'est un. Et compléter la question de Biran Diallo qui disait que est-ce que les échecs de la prévention, est-ce que la prévention n'a pas été un échec? C'est peut-être ça qui fait qu'il y a énormément de morts. Alors, si on pouvait régénérer si vous voulez, le pancréas, ce serait. Hein. Vous savez, aujourd'hui, quand par exemple un patient a subi une ablation de son pancréas partielle ou totale, le patient devient diabétique. Des études ont été faites, effectivement. À un moment donné, bien entendu, cette idée de Richard a traversé l'esprit des grands chercheurs de ce monde. On a, à un moment donné, pensé essentiellement faire la greffe des îlots, des cellules qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui sont les cellules qui fabriquent, si vous voulez, l'insuline. Ça n'a pas beaucoup marché. Parce que si ça avait marché, vous comprenez bien que tout le monde serait jeté dessus et on aurait fait des greffes d'îlots de Langerhans et ce serait plus facile pour tout le monde. Et puis bon, à ce moment-là, ça serait une thérapie qui réglerait le problème pratiquement de tout le monde. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire. Les recherches, je pense, continuent. Je ne suis pas dans le secret des chercheurs, des scientifiques et des rats de laboratoire. Moi, je ne suis qu'un clinicien simple, mais il y a des gens qui sont 100 fois plus intelligents que moi, qui sont dans les laboratoires de recherche et qui travaillent là-dessus. Et je reste persuadé que peut-être d'ici quelques années, il faut vivre d'espoir, on pourrait avoir ce type de thérapeutique-là. Juste pour rajouter par rapport à cette question de Richard, parce que j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu que ce sont des cellules bêta dont vous parlez, qui sont détruites par, je crois, les lymphocytes. Vous ne pouvez pas agir sur les lymphocytes. Ça aurait tellement été simple, Lamine, si effectivement on pouvait agir sur les lymphocytes pour pouvoir dire effectivement ça se passe comme ça. Mais je pense que les études, les gens travaillent là-dessus. Hein. Je pense que c'est pas si facile que ça de pouvoir, parce que moi je suis très incompétent en immunologie, donc je ne vais pas me hasarder dans ce truc-là, mais je pense que les chercheurs, qui sont dans les laboratoires d'immunologie, sauraient encore mieux répondre à cette question-là. Hein. Donc, mais à ce jour, malheureusement, on n'a pas encore, si vous voulez, d'éléments qui nous permettent de se faire. Après, des publications se font, des gens vont certainement, je veux dire, d'ici peu nous faire part de leur trouvaille dans les recherches, mais je veux dire, ça, c'est certainement en train de se faire quelque part dans le monde du laboratoire. D'accord, on prend une question, je crois qu'on a une auditrice en ligne. Alors, il y avait la prévention On va y revenir. Là, les auditeurs qui appellent sont prioritaires, mais il n'y a pas de souci. Aucune question ne nous échappera. Richard, on va à l'antenne. Allô? Allô, bonjour docteur. Je voudrais poser une question. Mon grand-père paternel était décédé à cause du diabète. Le frère de mon père était décédé après dialyse à cause du diabète. Mon père est diabétique et presque aveugle. Quant à moi, on m'a refusé 3 fois de m'opérer de la cataracte à cause du diabète élevé. On m'a dit que je pourrais perdre mon œil si on m'opérait. Qu'est-ce que vous en pensez du diabète génétique? Merci, au revoir. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Alors, effectivement, vous êtes un cas de diabète familial.
Alors, dire que les personnes de famille sont mortes du diabète, je mettrai un petit bémol. Ils sont morts essentiellement des complications qui sont liées à leur diabète. D'accord? Ce sont les complications qui sont essentiellement mortelles, parce que le diabète en lui-même, si tous les diabétiques mouraient, je veux dire, ça aurait été catastrophique. Ce sont les complications. Et pour éviter ces complications-là, il faut bien entendu qu'on vous équilibre au mieux. Je vais reprendre tout simplement votre cas, parce que le cas de votre père, malheureusement, et de votre oncle qui ne sont plus là. Je vais reprendre votre cas. Vous dites qu'effectivement, vous avez une cataracte, qui peut être due à votre âge, qui peut être due aussi au diabète, essentiellement. Et si on ne vous opère pas aujourd'hui, certainement que vous ne devez pas être très bien équilibré. Parce qu'un diabétique qui n'est pas équilibré, aller vers une chirurgie, c'est aller vers une complication. Mais quelle que soit la chirurgie, il nous arrive, nous, en tant que spécialistes, de différer les interventions chirurgicales que nous proposent nos amis chirurgiens, mais quels qu'ils soient, orthopédistes, je veux dire, chirurgien abdominal, digestif, on leur demande d'équilibrer d'abord le diabète. Même nous, ils nous le demandent en nous disant équilibrer le diabète de ce patient avant que je l'opère. Donc, je ne connais pas votre dossier, donc il me serait quand même prétentieux de pouvoir y répondre de façon claire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si peut-être votre diabète est bien équilibré, votre chirurgien ophtalmo pourrait effectivement vous opérer. Maintenant, je ne suis pas ophtalmo, je ne sais pas quel type de cataracte vous avez, comment ça se passe au niveau de votre œil, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la cataracte, quelle pathologie ophtalmo avez-vous en plus de la cataracte. Donc, moi, je ne fais le lien entre seulement diabète déséquilibré et ce que vous venez de me dire, cataracte. Et je pense que tant que votre diabète ne sera pas équilibré, il sera difficile de vous opérer. Maintenant, c'est difficile de parler d'un cas, d'un dossier qu'on ne connaît pas. Je m'en excuse de ne pas vous donner peut-être une réponse satisfaisante, parce que c'est très très compliqué entre ce qu'on nous dit, ce qu'on entend et les réponses qu'on devra apporter à cela. Micro. Le micro. Voilà, donc nous allons partir à l'antenne pour répondre à la question d'une nouvelle auditrice. Et après, on ira bien sûr répondre à Biran pour cet échec pour lui de la prévention qui fait autant de dégâts. Richard, on y va. Allô? Allô, bonjour Amine. Oui, bonjour Ndjeja. Ça va? Ça va bien. Bonjour au docteur Carvalho, bonjour à Bonjour Ndjeja. Mamadou, Richard, Matar et toi Amine. Bonjour, on t'écoute. Et un bon dimanche. Merci. Bon, moi ma question, je reviens parce que le docteur Carvalho était venu à la radio, je crois qu'il y a un an en arrière, et on parlait de ce projet au Sénégal. Oui. Du centre diabétique de Saint-Louis pour voilà, la défense qu'il partageait avec le projet qu'il partageait avec la défense Mamsey, je crois. Donc c'est pour lui demander où sont ces projets. Est-ce qu'il s'est rapproché donc du ministère de la Santé du PSE qui doit avoir quelque chose pour la santé? Et où est-il avec ces projets? C'est tout ça. Est-ce que ça s'est réalisé ou bien encore il y a des complications? Et tout, voilà. Merci Djeja, toujours la touche politique dans la santé, c'est bien. Djeja, moi, même si on décide de ne pas parler de politique, mais je suis un garçon avec une certaine franchise qui peut déplaire à beaucoup de nos concitoyens sénégalais, mais je préfère la franchise. Il y a 4 ans en arrière, avec deux associations que j'ai créées ici, qu'on appelle AFEDIA, l'Association pour la formation et l'éducation du diabète en Afrique, et Saint-Jo Humanitaire, à l'époque où je travaillais encore à Saint-Jo, donc à l'hôpital Saint-Joseph, nous avons mis en place un centre de prise en charge du diabète à Thiès, qu'on appelle Diab Carmet, ce qui veut dire tout simplement prise en charge du diabète et des maladies cardiométaboliques, parce que tout simplement le diabète atteint essentiellement toutes les artères, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai eu comme projet de continuer pour pouvoir installer un centre dans chaque région du Sénégal pour créer un phénomène de décentralisation. Dire que je me suis rapproché du gouvernement, oui, en tant que citoyen, je l'ai fait. En octobre 2012, j'ai écrit au ministre de la Santé, en l'occurrence le professeur Eva-Marie Kolsek, pour l'informer de ce que nous avions fait, les équipes
et moi, enfin les deux associations, et qu'elle aille voir à Thiès ce qui avait été fait et mon envie en tant que citoyen de vouloir installer chaque centre, dans chaque région, un centre. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais qu'à cela ne tienne, je suis citoyen sénégalais, j'adore mon pays et je me dis, en tant que spécialiste, mon objectif, c'est d'essayer toujours de continuer à me battre. Parce que, bien entendu, je pense qu'elle a tellement de choses à faire au niveau de ce ministère de la Santé que du moment où, c'est comme ça que je l'ai interprété, du moment où je fais les choses, c'est peut-être une pierre à l'édifice et ça la soulage. Donc j'ai continué à faire ce que j'ai à faire. 4 ans ont passé, j'ai voulu créer, enfin j'espère que ça va se passer dans tous les cas de figure, même si je suis là ou pas là, du 5 au 7 mai, enfin les 6 et 7 mai 2016, il y aura une manifestation qui s'appelle les Journées d'endocrinologie et diabétologie pratique à Saly. Et ce congrès aura lieu où il y aura des médecins français qui vont aller à la rencontre des médecins sénégalais. À l'époque, je voulais que ce soit à dimension africaine. Mais vous savez, entre nous les Africains, c'est compliqué. Et comme l'idée ne venait pas de cette personne-là, que je ne citerai pas, mais qui certainement beaucoup de gens reconnaîtront, cette personne m'a mis les bâtons dans les roues jusqu'au niveau. Donc si ça se limitait seulement au Sénégal, on pourrait dire, allez, c'est un problème de personne à personne, c'est pas grave. Mais il en est allé jusqu'à presque me mettre à mal avec les gens de l'industrie pharmaceutique française, jusqu'à quelqu'un que j'avais choisi comme, si vous voulez, président d'honneur de ce congrès-là. Comment voulez-vous, quand un citoyen lambda essaie de faire quelque chose pour son pays, alors qu'il y a un autre citoyen lambda de ce même pays-là qui est en train de le mettre les bâtons dans les roues, comment voulez-vous avoir à ce moment-là, aux yeux des autres, une certaine crédibilité? En ce qui me concerne, la crédibilité, je pense que je l'ai parce que je l'ai déjà démontré en 2011. Donc, ce congrès, je voulais essentiellement, avec les laboratoires pharmaceutiques, récupérer essentiellement de l'argent. Le congrès n'est qu'une façade. Mais ça me permettait de montrer aux laboratoires, voilà ce que j'ai fait avec les deux associations en 2011. Vous pouvez me faire confiance pour qu'on puisse faire pareil essentiellement à Saint-Louis. Le congrès aura lieu, mais je ne sais pas aujourd'hui si on aura assez de budget pour pouvoir avoir un second centre sur Saint-Louis. Néanmoins, j'ai écrit au président de la République du Sénégal. On m'aurait dit qu'il a reçu ma lettre. Je l'ai informé de ce que je souhaitais faire pour ce pays-là, en collaboration avec les instances. Le 26 janvier, j'ai écrit un courrier avec accusé de réception, comme j'avais fait en octobre, à notre ministre de la Santé, en l'invitant pour qu'elle soit marraine de ce congrès. Bon, ça fait 10 jours, je ne vais pas m'offusquer, j'attends depuis 3 ans, donc je ne suis pas à 10 jours près. J'attends de voir ce qui va se passer. J'ai contacté des gens ici, à Marseille. J'ai contacté les gens à Saint-Louis. Je pense que Papsec, qui doit m'écouter, c'est de quoi je parle. J'ai demandé à Papsec qui allait à Dakar, donc si je raconte n'importe quoi, il peut me dire non, il peut m'arrêter, donc il peut le dire, pour qu'il voit avec l'association des diabétiques de Saint-Louis, dont Mamsey faisait partie, de voir si on pouvait avoir quelque part, soit à l'hôpital, soit en dehors de l'hôpital de Saint-Louis, une parcelle de terre pour pouvoir créer ce centre-là. Je pense que Papsec qui travaille avec la communauté des Mourides et Doud Diop, qui est le président de l'association, je lui ai écrit un mail en lui disant voilà ce que j'ai. Seul, je ne peux rien faire. Mais je pense que si les Sénégalais eux-mêmes, n'est-ce pas, se retroussent les manches en se disant bon, voilà quelqu'un qui veut essayer dans la mesure du possible d'aider le Sénégal. Mais Didier, j'ai tout entendu. Lamine qui est là le sait, j'ai tout entendu. Carvalho va être ministre de la Santé. Carvalho va être président de la République. Alors, sachez clairement, j'ai pris une décision depuis 2015 et je l'ai une fois dit à Lamine, Carvalho ne fait plus de la politique ni au Sénégal ni à Marseille.
Parce que quand vous avez des gens pour lesquels vous vous levez pour défendre ces gens-là et que ces gens-là ne vous soutiennent pas, Carvalho se retire. Quand vous voulez faire des choses ici à Marseille et que vous avez devant vous un camp d'élus qui sont essentiellement les élus marseillais, qui ne comprennent pas le langage de Carvalho en disant il faut intégrer les gens essentiellement qui viennent d'autres horizons, qui vivent à Marseille, qui ont posé leur valise à Marseille et qui s'intéressent à la politique et qui vous donnent des solutions, qui vous font des propositions. Donc quand vous avez quelqu'un qui se retrouve entre deux fronts, un front qui est opposé à lui, c'est les élus marseillais, et l'autre camp qui ce sont ses propres frères qui ne le retiennent pas, qui le soutiennent pas, à un moment donné, je ne suis pas le bon Dieu, d'accord? Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Mohamed, je ne suis pas Gandhi, je ne suis pas Martin Luther King, je suis que Martin Carvalho. Je me retire et je reste dans mon coin. Je fais ce que je peux faire pour le Sénégal. Je fais ce que je peux faire pour les Sénégalais qui me sollicitent ici ou ailleurs. Et j'aide uniquement à mon petit niveau. Les histoires politiques ne me regardent plus. Je fais ce que j'ai à faire. J'informe les instances. Elles m'aident même pas, elles aident le Sénégal, tant mieux, mais moi, je prendrai toujours mon bâton de pèlerin pour aider la population, pour Askangi, c'est tout. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce centre-là. Si le bon Dieu le veut, ce centre aura lieu. S'il ne le veut pas, si ce n'est pas moi, ça peut être d'autres Sénégalais qui le feront. Je ne suis pas le seul. Moi, j'ai donné un exemple, j'ai réalisé quelque chose. Si maintenant d'autres peuvent le faire à ma place, ils le feront. Voilà. Merci, Dr Martin Carvalho. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Je ne sais pas, en tout cas, au niveau de la France, mais au moins au niveau du Sénégal, je sais que c'est toujours un problème de manque de volonté, un problème de nullité. Je le dis, il y a des nullards qui nous dirigent pour la plupart. Parce que là, par exemple, je pense que le consulat général doit écouter Madame le consul général, qui peut être l'intermédiaire, par exemple, du docteur Martin Carvalho face aux dirigeants du Sénégal pour dire, mais voilà, il a un projet, il a déjà fait à Thiès, mais monsieur le président ou madame le ministre, il va falloir l'aider aussi pour le faire à Saint-Louis. Ça aussi, c'est un rôle diplomatique, d'autant plus qu'ils sont là pour gérer aussi cette partie de la communauté. Je l'ai toujours dit, c'est de la nullité d'être au consulat juste pour signer des papiers à n'en plus finir. Il y a des papiers, oui, c'est important, je suis d'accord avec vous, mais il y a d'autres choses aussi qui sont à côté. Voilà, et puis, même aussi à notre décharge, vous êtes allé au Sénégal, à la télévision, à la 2STV, vous étiez invité par Tunkara et vous avez redit les mêmes choses. Et jusqu'à présent, ça fait je crois 3 ans ou 2 ans et demi, ça n'a pas bougé. Bon voilà, donc à un moment donné, effectivement, chacun fait ce qu'il peut. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de félicitations. D'ailleurs, j'ai même Poupon de Annemasse qui nous écoute, qui envoie un message, qui voulait savoir ce que vous faisiez pour le Sénégal. Je viens de lui répondre pour lui dire que vous avez répondu à sa question. En tout cas, voilà, docteur, peut-être on va vous laisser juste respirer un tout petit peu. Voilà, et puis, Matar, tu prépares une petite coupure musicale en attendant de lui redonner la parole. Mais le Sénégal, je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Oui, Lamine, juste une précision. Avant 2011, on avait ici un consul qui était M. Kouyaté. À l'époque, j'avais été le voir en lui disant, voilà ce que je souhaitais faire. Il m'a dit, ce serait bien, effectivement, qu'on envoie votre projet par valise diplomatique à la présidence. Bon, je ne sais pas si ça a abouti, peu importe. L'année dernière, vous avez très bien suivi notre événement, on va dire, local.